Perdre un enfant, c'est pas normal. C'est surtout dans ces conditions, c'est pas normal. C'est sûr qu'on se dit, ouais, bon, ça arrive tous les jours. Oui, mais quand ça vous arrive à vous, je peux vous dire que c'est plus la même chose. Vous dormez pas, vous réfléchissez tout le temps. À cause de la mort, c'est 12 coups de couteau au niveau du thorax, dans le dos. Donc voilà, qui a pu faire ça? Après, c'est la question, qui? L'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui est portée par un père hanté depuis 16 ans par la mort de sa fille. En 2005, Marine Boisserand, 20 ans, est retrouvée poignardée en plein après-midi dans la maison familiale du Beaujolais. Ses amis de lycée, un amoureux éconduit, un rôdeur. Qui a pu assassiner cette étudiante de bonne famille? Les enquêteurs s'intéressent aussi à Stéphane Moitoiret, condamné pour le meurtre du petit Valentin en 2008. Les investigations sont longues, les indices sont minces. C'est un film signé Emmanuel Pérez. C'était en 11 octobre 2005. Je prends le chemin des Aubépines, normalement, etc. Et je pose ma voiture devant la maison. J'avais rendez-vous avec un réparateur de moto parce que la moto des enfants était en panne. D'habitude, je rentrais aux alentours de 18h ou à peu près. Bon, là, il m'avait donné rendez-vous à 5h. Bon, mais j'étais là à 5h moins 2, moins 5. Je passe par la pièce normale et je rentre. J'entends pas de bruit spécialement. Je vais jusqu'à la chambre de mon fils parce que les clés étaient dans sa table de nuit. Et je redescends pour aller sortir la moto du garage. J'ai pas fait attention du tout où Marine pouvait être. Et c'est en revenant que je l'appelle. Pas de réponse. Il y avait la télévision qui marchait dans le salon. C'est là que derrière le divan, j'ai vu une mare de sang et Marine, les pieds de Marine et puis bien sûr Marine allongée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai hurlé, j'ai essayé de l'appeler. On me demanderait de redessiner l'image tout de suite, je pourrais le faire. À cause de la mort, c'est 12 coups de couteau au niveau du thorax, dans le dos. Donc voilà, qui a pu faire ça? Après, c'est la question, qui? Avec cette affaire, près de Lyon, une jeune fille de 20 ans tuée de plusieurs coups de couteau. Les gendarmes ont contrôlé tous les véhicules et les passants du secteur à la recherche d'un éventuel rôdeur ou de tout autre. Je me souviens de la sidération, en fait, quand on me décrit.
de se connaître en fait déjà et de pas avoir besoin de se raconter pour se comprendre. J'étais un peu la nana qui faisait plein d'expériences tout le temps, dans tous les domaines. Et elle, c'était celle qui était sage, mais qui me jugeait pas. Marine a 20 ans, c'est une jeune fille ravissante, une jeune fille blonde ravissante. Et c'est une jeune femme décrite comme enjouée, studieuse. En tout cas, voilà, c'est une jeune femme apparemment de son époque, qui a eu plusieurs petits amis, dont la vie relativement, j'ai l'air normale, lisse en tout cas. Les Boissron, c'est une famille, c'est une famille qui est passée de la lumière à l'ombre en fait. Oui, passer de la lumière à l'ombre. La lumière, c'est la vie qu'ils menaient avant, une vie tranquille. Elle a pris du besoin. Lui est visiteur médical. Elle est médecin généraliste. Elle a un bon cabinet. Ils ont 3 enfants. Il y a 2 fils qui sont plus jeunes, me semble-t-il, que Marine. C'est une famille très unie, une famille sans problème. C'est les gendarmes du coin, c'est la gendarmerie dense, y arrivent les premiers. Et ils constatent une ambiance générale, c'est-à-dire pas de désordre particulier, pas de traces d'agression sexuelle, il n'y a pas d'effraction. En fait, il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de tentative d'échapper. Ça se passe dans un partie très restreint du salon. On a l'impression que Marine a été vraiment surprise par l'agression, qu'elle a essayé peut-être se mettre à l'écart de l'agresseur en se mettant derrière le canapé, mais elle n'a pas pu y échapper. On a vraiment l'impression que la personne ou les personnes qui sont entrées ne s'intéressaient qu'à Marine. On n'a pas de traces ADN, aucune n'est véritablement suspecte. Pas d'empreinte digitale intéressante. En revanche, il y a des traces de pas, plusieurs traces de pas, plus ou moins ensanglantées, entre l'escalier et la cheminée. Et ces traces de pas, elles, c'est pratiquement le seul indice matériel digne de ce nom, puisqu'on va pouvoir déterminer qu'il s'agit d'une chaussure de marque Nike, Nike Air, de pointure 43. Et qui est incontestablement la basket que portait ce jour-là celui qui a tué Marine. L'autopsie permet de retracer l'agression subie, puisque quand il y a une agression, notamment donc avec un arme blanche, un couteau, en fonction donc du coup des coups portés et l'état de la victime, on a des infiltrations du sang qui se font à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Donc, en l'occurrence pour Marine, l'autopsie a pu permettre de déterminer le cheminement de l'agression, avec notamment d'abord un coup porté à la tête au niveau de la tempe gauche, et puis par la suite une agression par l'arme blanche au niveau donc du cou. Elle a essayé aussi probablement de repousser l'auteur parce qu'elle a aussi des plaies au niveau de sa main. Et puis, par la suite, elle a dû s'affacer sur le rebord du canapé et l'agresseur l'a poignardée donc du coup dans le dos. Donc le matin, le jour des faits, le matin, Marine accourt normalement. Et l'après-midi, en revanche, un prof est absent, donc elle n'a pas cours. Elle quitte à l'heure du midi et elle va en profiter pour retrouver Aurore.
leurs chemins sont un peu séparés, puisqu'Aurore fait des études d'art et que Marine est donc en BTS comptabilité. Ce jour-là, donc, je les ai retrouvés, toute la petite bande qui était restée faire leur BTS. Je les ai retrouvés au lycée, devant le lycée. Et puis elle est arrivée. Et en fait, on devait se retrouver parce qu'on devait faire une soirée pyjama, elle et moi. Et on s'était convenu de se retrouver après. Nous savons qu'à 14h30, elle est chez elle, dans sa chambre. Elle travaille sur son ordinateur. On le sait parce qu'on a consulté l'ordinateur et l'on sait très bien qu'à 14h30, cet ordinateur fonctionne et ne peut fonctionner qu'avec Marine. Donc on sait qu'à 14h30, elle est de retour à la maison. Quand je suis rentrée chez moi, je l'ai appelée pour lui dire qu'elle pouvait venir. Elle m'avait dit, j'ai des trucs à te raconter. Et donc, Marine, qui est chez elle, explique à son ami du lycée, j'ai 2 ou 3 choses à finir, dans 10 minutes je pars et je suis en chemin pour te rejoindre. Donc 16h11, elle est en vie, ça c'est clair. La téléphonie révèle également un élément majeur qui est exceptionnel d'ailleurs. Le téléphone de Marine sonne à 16h36 dans un garage d'un petit village à côté de Chazé-Anse. Un garagiste reçoit un coup de fil. Et il entend du bruit, des cris, des interrogations, des questions. Marine n'est pas au bout. Moi, je pense que c'est un coup de fil qui a été passé par hasard ou parce qu'il y avait une bousculade. ACL, c'est le premier nom, premier numéro qui figure sur son portable. On entend une voix d'homme qui est plutôt dominante, qui donne un certain nombre de consignes, et une autre personne dont il ne perçoit pas le son, mais qui semble plutôt soumise. C'est la scène de crime à laquelle il assiste en direct au téléphone. Nous savons également qu'à 16h43, 16h43 ou 16h44, je ne me souviens pas très bien, Aurore la rappelle à nouveau et elle ne répond pas. Je pense que tout au long de la soirée, j'ai dû lui laisser une bonne vingtaine de messages, ou en tout cas essayer de l'appeler. Vous vous rendez compte, 16h43, elle n'est plus en vie. Eric arrive vers 17h à la maison. Ça fait partie des choses qui l'ont toujours bouleversé, en fait. Il me manque 20 minutes dans ma vie. J'aurais pu arriver 20 minutes plus tôt. Voilà, donc ça me hante toute la journée, toute la nuit. Voilà les maigres éléments dont disposent les enquêteurs. Marine Boisserand a donc été tuée aux environs de 16h30 et il y a sur la scène de crime cette empreinte de basket taille 43. Même si les gendarmes creusent du côté des proches, ils n'excluent pas, loin de là, un crime de rôdeur. L'hypothèse qui a été privilégiée, c'est l'hypothèse d'un sans domicile fixe qui aurait pénétré, la porte étant ouverte, car il y a à côté du domicile de Marine Boisserand, il y a un centre d'hébergement pour sans-abri. Les enquêteurs, ils vont tout de suite fondre sur l'abri, ce centre de réinsertion qui est tout près de Châtel-Lavergne, qui accueille une population de marginaux. Et donc, ils sont allés là-bas et ils ont interrogé tout le monde. Ils ont fait des perquisitions dans toutes les chambres. Et dans la chambre d'Emmanuel M, ils vont trouver déjà une paire de baskets Nike, premier indice intéressant.
Et ils vont entendre Emmanuel M, qui va avoir une première déposition assez difficile à entendre. Cet homme, ce marginal, va tenir des propos assez incroyables, puisque lui-même se dérobe pas et explique qu'il aime beaucoup les couteaux et également les grandes femmes blondes. Et 3 jours après, ou 4 jours après l'audition, il disparaît totalement de la circulation. Là, effectivement, les gendarmes peuvent se dire il a peut-être quelque chose à se reprocher. C'est presque un cadeau du ciel. On a pratiquement bout à bout tous les éléments qui font de lui le suspect numéro 1 du meurtre de Marine. Quand il le trouve, il y a des éléments qui vont corroborer le doute qui existe chez les gendarmes. On va retrouver un pantalon maculé de sang. On va retrouver des vêtements féminins. On va retrouver une mallette Sanofi qui pourrait correspondre éventuellement aux mallettes que le père de Marine Boisserand utilisait. Ils sont extrêmement lourds à supporter ces éléments. Quand on a un pantalon qui est taché de sang, quand on a une sacoche qui correspond à l'activité professionnelle du père de la victime, il y a un souci, il y a véritablement un souci. Bien, nous évoquons un rebondissement dans le meurtre d'une jeune femme à Chazé-d'Azergues, près de Lyon. Isabelle, je me tourne vers vous dans les studios de Lyon. Alors, un SDF vient d'être écroué pour le meurtre de Marine. C'est un meurtre qui avait été commis il y a exactement 1 an. 1 an pile poil, jour pour jour. Je l'apprends par les gendarmes qui sont venus vers 9h, 9h30 du soir à la maison en me disant on a peut-être quelque chose, ça va être dans la presse incessamment sous peu. C'est vrai que le fait c'était dans la presse le lendemain par le procureur. Il y a suffisamment effectivement d'indices qui permettent de penser que vraisemblablement il est auteur, ou en tout cas il a participé au meurtre de cette jeune fille. Je me souviens que c'était un samedi ou un dimanche, conférence de presse. Le lundi, j'étais convoqué chez le juge d'instruction. Je me souviens, j'étais avec la mère de Marine. Et on n'a absolument rien reconnu au niveau des vêtements qu'on nous présentait. Des analyses ont été faites sur son pantalon parce qu'il y avait du sang. C'est pas le sang de Marine, c'est le sien, point terminé. Les baskets Air Max, c'est pas l'empreinte que l'on trouve sur place. La valise Sanofi, elle a été mise en circulation après les faits, après donc octobre 2005. Et donc ça ne peut pas être une sacoche que Emmanuel M aurait pu prendre sur place et disparaître avec. Patatrac pour l'enquête. Patatras, j'imagine bien pour la famille de la victime et patatras pour les enquêteurs et le juge. Après la piste du sans-domicile, on privilégie la piste de l'ancien petit ami de Marine. Ludovic, c'est le dernier petit ami connu de Marine Boisserand qu'elle avait quitté, comme on peut se quitter à cet âge-là, sauf que lui avait mal vécu cette séparation, cette rupture, mais il avait très mal vécu. Enfin, il ne l'acceptait pas. Les éléments qui étayent cette hypothèse, ce sont des coups portés par l'agresseur sur Marine. Ce sont des coups très localisés au niveau du thorax. On touche vraiment le cœur.
Souvent là, on est dans la passion. Par rapport à la taille de Marine et par rapport à sa corpulence et par rapport à la force avec laquelle les coups ont été portés, et notamment aussi le coup au niveau de sa tête, on suppose plutôt effectivement une personne qui soit légèrement plus grande que Marine. Et donc on est dans une hypothèse très probable qu'il s'agit d'un homme droitier qui a agressé Marine. La manière dont les coups de couteau ont été donnés apporterait des indices importants sur le profil du tueur. Alain, le mode opératoire en dit-il tant que ça sur le meurtrier ? Oui, le mode opératoire, ce qu'on appelle le modus operandi chez nos amis anglo-saxons, c'est une signature absolument essentielle qui permet, en fonction du type d'arme, qui va du tournevis à la Kalachnikov, de savoir si c'est un amateur ou un professionnel, la pénétration des coups, l'angle des coups, le fait que ça soit face ou de dos. Tous ces éléments font partie de l'identification de la signature véritable de l'auteur ou des auteurs du crime, puisque si vous regardez le crime de l'Orient Express, vous avez une douzaine de coups de couteau portés sur un seul cadavre, avec une même arme, un couteau, mais par 12 personnes différentes. Et ça, on le déduit en regardant les angles, la puissance, la portée, la pénétration. Dans la mort de Marine, les 12 coups de couteau au niveau de la poitrine pourraient indiquer un meurtre passionnel. Et les regards se tournent donc vers l'ex-petite amie de la jeune femme. Ils étaient dans la même classe ensemble. C'était quelqu'un de très réservé. Il parlait pas du tout. Je me souviens que c'est un mec à peu près ma taille, assez maigre, un nez aquilin, brun. Mais il paraissait gentil. Hein. Bon, jeune, 21 ans ou 20 ans, qui avait pas digéré le fait que Marine se sépare de la séparation avec Marine. Il a beaucoup relancé, etc. Donc, pour elle, c'était une fin de non-recevoir. Marine était très dure avec lui. Elle le casse en permanence, elle est très peu amable avec lui. Il subit, c'est quelqu'un qui garde tout en lui. Donc il n'y a pas du tout d'extériorisation par rapport à cette souffrance. Ce jour-là, Marine aurait dû être en cours l'après-midi. Mais il n'y avait pas de cours parce qu'une des professeurs était absente. Il le savait qu'il n'y avait pas de cours l'après-midi puisqu'il était dans la même classe. En lisant les différentes auditions de Ludovic, je m'aperçois aussi à ce moment-là qu'il y a différentes versions de son emploi du temps. Donc il est revenu chez lui, soi-disant par une copine qui l'a emmené. Or, cette copine a dit « mais non, je l'ai jamais ramené ». Donc après, il a dit qu'il avait pris le bus, puis après, il y a quatre déclarations différentes. On peut imaginer que cet après-midi, il soit allé là-bas pour discuter. Et face à ce nom, ça fait trop, et tout ce qu'il a pu contenir jusque-là est sorti d'un coup, en la supprimant. Il y a un autre élément qui était aussi cette hypothèse, c'est que le témoignage de la famille qui habite au bout du chemin de la maison de la famille Boisseron voit une voiture arriver à vive allure à 16h30 et voit cette même voiture repartir assez rapidement, 15 minutes plus tard. Et cette voiture, c'est une voiture de couleur grise clair. Il s'avère que la maman de Ludovic a une voiture cynique grise clair. Il chose du 43, hein. 1m82, 23. Et identique. Ludovic
parce qu'il fait office de suspect potentiel. Et donc il va faire de longues heures de garde à vue. Alors il a effectivement dit qu'il était rentré en auto, après il a expliqué qu'il était rentré en autocar, mais il dit que le jour où les faits vont se dérouler, pour lui c'est un jour banal. Hein. C'est-à-dire qu'il dira, moi j'avais pas l'idée de chronométrer les conditions dans lesquelles je rentrais chez moi après cette fin de cours. Il n'y a pas de preuve irréfutable de sa culpabilité. Il y a un certain nombre d'éléments plus ou moins confus, des déclarations faites par la famille qui ne correspondent pas. Il y a le fait qu'il a pu concevoir une certaine amertume de la séparation. C'est facile de monter un personnage. Finalement, il faut le ciseler. Il se prend les pieds dans le tapis en son emploi du temps. Il est conduit par Marine, qui a peut-être pas été très diplomate avec lui. Ben, dis donc, c'est bon, hein. Il dit, est-ce que vous n'avez pas été en dépit amoureux? Il a dit, mais attendez, une vie par rapport à un dépit amoureux, ça n'a rien à voir. Je veux dire, je comprends pas une seconde qu'on puisse me dire, je l'ai tuée parce qu'elle voulait pas de moi. Et c'est effectivement des mots qui ont du bon sens. En 2006, la piste Ludovic, elle s'arrête. C'est-à-dire que ce jeune homme est entendu et relâché pour l'instant sans charge contre lui. Et au mois de juin 2006, il part. Il part à Abidjan dans un premier temps, après à Djibouti, et puis il finit 4 ans après, 3 ans après, en Malaisie. Et il se trouve qu'il va revenir au centre du jeu dans l'enquête. Et là, on retrouve le rôle du père de Marine qui a décidé de tout faire, à tout mettre en œuvre pour solutionner cette énigme. Et il s'est plongé dans le dossier et il a trouvé un témoignage, un double témoignage de 2 collégiens qui donc soutiennent avoir aperçu à 17h ce fameux 11 octobre 2005, un jeune homme vêtu d'un survêtement blanc. Quand on leur présente les photos de Ludovic, ils vont finir par dire que c'est potentiellement lui, mais sans être affirmatif. C'est pas une identification formelle. 6 ans après le meurtre de Marine Boisserand à Chazé-d'Azergues dans le Rhône, les enquêteurs sont sur une nouvelle piste. L'ex-petite amie de la jeune fille qui rentrait de Malaisie a été interpellée. Il est arrêté à la descente d'avion, il rentre de Bali, c'est la fin de l'année, il rentre chez lui pour les vacances de fin d'année et il a la surprise de constater que il est arrêté. C'est une douche écossaise, quoi. Et il comprend pas. Ludovic a quand même été mis en examen pour meurtre, pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Or, il se trouve que son avocat va récupérer un indice matériel incontestable, qui est la facture d'un buraliste à Villefranche-sur-Saône. Donc lui, il est à 17h en train d'acheter des journaux au supermarché Casino. On a un ticket de caisse qui nous donne qu'effectivement, on sait même les journaux qui ont été achetés. Donc là, impossibilité matérielle. Il ne peut pas s'échapper de la maison de Marine à 17h et acheter des magazines à Villefranche-sur-Saône. Rebondissement dans l'affaire du meurtre de Marine à Chazé-d'Azergues. Le jeune homme était jusqu'alors le seul suspect dans cette affaire. Il avait été mis en examen pour homicide volontaire. Aujourd'hui, donc, la justice estime qu'aucun élément ne l'incrimine sérieusement. Là, on est 6 ans après le crime. Et effectivement, pour la 2e fois, on a l'impression de repartir de zéro. Il faut continuer. C'est ce que va s'attacher à faire le père de Marine Boisserand, qui n'a vraiment jamais lâché l'affaire. Éric Boisserand, bonsoir. Bonsoir. Qu'espérez-vous ce soir en sortant de votre silence? Tout simplement que l'enquête avance, tout simplement. C'est-à-dire que l'enquête, en fait, sur Marine devient quasi exclusivement le combat d'un père pour connaître la vérité.
Merci Éric Boisserand d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct avec nous. En un mot, votre point de vue aujourd'hui. Ça fait à peu près 4 ans qu'on demande à ce que l'affaire soit revue, redirigée vers un service compétent. Maintenant, bon, il faut que ça aboutisse. Voilà, alors on va... Vous savez, on cherche, mais moi je veux trouver. Et c'est grâce à cette communication que un témoin important s'est manifesté au mois de décembre. Cette femme m'appelle et cette femme me dit des choses absolument incroyables. Je la questionne, c'est un ancien professeur. Parfois, je me disais quand même, tu sais quelque chose, tu devrais le dire. Puis bon, le temps passe, je sais pas à qui m'adresser. Jusqu'à cet article, vraiment, où, au bout de 15 ans, ça m'est vraiment revenu. Et ben c'était un mardi, le 11 octobre. Alors c'est un mardi parce que si vous voulez, le mardi, je travaillais pas le mardi matin, j'étais enseignante, je travaillais pas. Donc j'emmenais ma petite fille dans le poussette chercher mon petit-fils à l'école du village de Morancet. Alors la maison des Boisserands, elle est sur la route de Chazay, elle est, je dirais, à 1,5 km, 2 km de Morancet. Donc c'était 11h15, 11h20, puisque j'allais chercher à l'école à 11h30. Et j'arrive à un endroit où il y a un carrefour. Et j'entends tout d'un coup crier « Au voleur, arrêtez-le, arrêtez-le !» Et je vois 2 hommes qui se couraient après, l'un poursuivant l'autre. Le premier qui courait, un homme très brun, avec une mallette à la main. Et à ce moment-là, je vois une voiture qui était embusquée contre une maison, là. Et je l'entends, ce monsieur, dire « Démarre, démarre !» La voiture me passe sous le nez. Comme elle venait de démarrer, elle n'allait pas trop vite. Et au volant, je vois, la fenêtre était ouverte, je vois une femme blonde, les cheveux tirés, une queue de cheval, des lunettes noires, qui conduisait. Et puis la voiture s'en va et prend la direction de la fin du village, là où il y a le feu rouge et où la route va à Chazay. Puis le monsieur arrive, le monsieur qui courait, c'était un viticulteur, qui courait derrière ce voleur, en fin de compte. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, écoutez, je suis rentré chez moi, j'ai trouvé ce monsieur en train de farfouiller dans mes affaires. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? L'autre, il a ouvert sa valise, il a pris un couteau et il a dit, t'approches pas ou je pique, ou je te pique. Et donc je l'ai laissé partir, il s'est sauvé par la porte-fenêtre et c'est pour ça que je lui ai couru après. Et une collègue m'appelle en me disant, écoute, la jeune Marine s'est fait assassiner, 2 coups de couteau, etc. C'est pour ça que je m'en suis souvenue, parce que c'était le jour, je les ai vus le matin, et l'après-midi, Marine s'est fait assassiner. Et puis 2008, le meurtre du petit Valentin. Madame, monsieur, bonsoir. Après la diffusion de portraits robots aujourd'hui, les principaux suspects dans l'enquête sur le meurtre du petit Valentin ont été arrêtés en Ardèche. Je vois le portrait de ces 2 personnages. Et je dis à mon mari, je dis, mais je les connais, ce sont eux que j'ai vus. Je les avais photographiés. Stéphane Moitoiret et sa compagne Noëlla Ego, des marginaux à la dérive, animés d'une mystérieuse foi religieuse qui les menait sur tous les chemins de France. Leur dernier domicile connu est celui de la famille de Noëlla à Carly dans le Nord. Ils ont séjourné ici pendant 3 mois il y a 3 ans, avant de repartir une nouvelle fois. Ils ont acheté des vélos, ils ont pris la route, ils faisaient des pèlerinages, ils étaient hébergés chez des prêtres, chez les moines. Ils vivaient d'une façon marginale, quoi. Un homme, une femme, Stéphane Moitoiret, qui à l'époque doit avoir 38 ans et qui est avec sa compagne Noëlla Ego, qui a 10 ans de plus que lui. Ce sont des marginaux, alors très particuliers, puisque ça fait déjà plus de 10 ans ou 15 ans qu'ils sillonnent la France en se présentant
comme des pèlerins animés d'une espèce de foi où ils doivent apporter la foi, etc. On a pu noter par exemple des appellations comme princesse divine, comme le secrétaire de Sa Majesté, alors qu'il se promène sur les chemins départementaux. Donc Stéphane Moitoret, il va pas avouer le meurtre du petit Valentin. D'ailleurs, il l'a jamais avoué. À ce jour, il l'a jamais avoué. Tout l'accable. Il y a de l'ADN, son sang, etc. Il n'y a pas de souci. C'est lui qui a tué. Donc, il dit c'est pas moi, mais c'est un fameux prétendu Belbar qui serait une sorte de double ou en tout cas le prolongement de lui-même. Et ça, il va en parler à plusieurs reprises. Il dit c'est pas moi qui ai tué Valentin, c'est Belbar. Stéphane Moitoret, de toute manière, on l'appelle le vagabond schizophrène, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui était dans un délire mystique, voire paranoïaque. Enfin, en tout cas, c'est pas quelqu'un d'équilibré et de structuré. Stéphane Moitoret forme avec Noëlla Ego un couple criminel. Alain, est-ce une première ? Au-delà de l'emblématique Bonnie and Clyde que tout le monde connaît, y compris en matière musicale, on a connu dans le plus dramatique, évidemment, le couple Fourniret. Et puis, plus récemment, Caroline L'Étoile et Loïc Vental qui ont été condamnés pour le meurtre d'un jeune enfant de 3 ans. Donc, celui-ci, par contre, a une spécificité, la dimension psychiatrique révélée par de nombreuses expertises. Comment la maladie mentale peut-elle amener à un comportement criminel ? Eh bien, en fait, on a découvert depuis longtemps qu'il y avait 2 grandes catégories de maladies mentales. La névrose, celle où on s'apitoie sur soi-même, où on est en phase d'incertitude, où on est parfaitement conscient de la réalité et parfaitement conscient de sa responsabilité et de sa culpabilité. Et seule la névrose hystérique amène à d'éventuelles violences. Et puis la psychose. Et dans la psychose, on est là dans une réalité parallèle où on se sent diminué, agressé, on est en capacité de résistance et de violence. Et dans cette psychose-là, il y en a une tout à fait particulière qui est la paranoïa. Et c'est d'ailleurs cette paranoïa que les expertises psychiatriques vont pouvoir identifier comme étant un des éléments justifiant ou permettant d'analyser les motivations de cette affaire criminelle. Et Stéphane Moitoret aurait donc été vu le jour du meurtre de Marine près de la maison des Boisserand. C'est ce que dit le témoin qui s'est manifesté en décembre 2020. Mais ce n'est pas la première fois qu'il est mis en cause dans cette affaire. Déjà en 2008, les gendarmes se sont posé des questions à son sujet. Stéphane Moitoret, le meurtrier présumé du petit Valentin, soupçonné du meurtre de Marine Boisserand, cette jeune femme de 20 ans tuée à son domicile le 11 octobre 2005 à Chazay-d'Azergues. Les enquêteurs tentent d'établir un lien entre le parcours du présumé meurtrier et les affaires similaires non élucidées. Stéphane Moitoret pourrait ainsi être impliqué dans 5 affaires, dont celle donc de Marine Boisserand. Le mode opératoire était très similaire. C'est-à-dire arme blanche, coup de couteau, acharnement, très rapide. C'est pour ça qu'ils ont travaillé là-dessus. Donc il y aura un appel à témoins qui sera diffusé pour essayer de retracer par où ils sont passés, là où il était hébergé, puisqu'il avait quand même pour habitude de réclamer l'aumône, soit auprès d'habitants, parfois dans des presbytères. Donc Stéphane Moitoret, évidemment, est entendu en 2009 par les gendarmes dans le cadre de rapprochement éventuel entre lui et l'affaire Marine Boisserand. Et alors là, il va se passer des choses assez troublantes avec Moitoret, c'est que dès le début de son audition, il se met à pleurer, ce qui, selon le propre aveu de ses proches, est très rare chez lui. Et ensuite, il va reconnaître qu'il connaît Chazay-d'Azergues, puisqu'il parle d'une vierge dorée. Donc un élément de détail quand même très précis. Alors il ne se souvient plus quand il y est allé, mais en tout cas, il reconnaît volontiers connaître ce village du Beaujolais. Il reconnaît porter
des baskets de marque Nike, donc les fameuses baskets dont on a retrouvé des empreintes, des empreintes de parts sanglotées sur la scène de crime. Et puis surtout, il va, quand on lui parle de l'affaire, il sait qu'on lui parle de l'affaire de la jeune Marine, il va dire la jeune Marine, c'est un coup de belle barre. Et là, on retrouve le fameux double qui lui veut tant de mal, qu'il a lui-même mis en cause en disant c'est Belbar qui a tué le petit Valentin, c'est pas moi, et ce Belbar il me veut du mal, il me persécute. Donc ça c'est pour le moins troublant. En revanche, en dehors de ces déclarations de Moitoiret, donc qui est un personnage très particulier, on ne sait pas ce qu'il raconte, sous l'emprise de la folie, d'un délire mystique, etc. Tout ça n'est en aucun cas étayé par des éléments matériels, de l'ADN ou des traces de sang ou effectivement un couteau. La piste Moitoiret s'éteint finalement doucement. Il va plus se passer grand-chose dans ce dossier et ce dossier ne va vivre qu'à travers, encore une fois, la pugnacité d'Éric Boisserand qui veut évidemment recueillir un nouveau témoignage qui ne serait pas encore dans le dossier. Et ça va être le cas, 15 ans après, un article sur l'affaire Boisserand, l'énigme Boisserand dans Le Progrès, un grand quotidien régional, va réveiller la mémoire d'un témoin puis d'un deuxième témoin. J'ai pensé plusieurs fois à aller à Lyon, mais je savais pas trop à qui m'adresser en me disant je les ai vus jusqu'à cet article vraiment où. Et quand j'ai vu le nom de l'avocat, j'ai dit maintenant tu peux plus te taire, il faut peut-être que c'est pas ça. Et je me rappelle de ce que j'ai vu, vraiment, je m'en souviens. Et donc les enquêteurs m'ont écouté le mardi 5 janvier. Alors ils m'ont montré des photos où on la voit, elle, avec les cheveux un peu négligés, et puis lui, barbu, chevelu, les cheveux longs, grossis et tout. Je lui dis, oui, je les reconnais parce que je sais qui ils sont, mais c'est pas, je les ai pas vus. Alors ils m'ont montré une autre photo où c'était vraiment, je lui dis, ben voilà, quand je les ai vus, ils ressemblaient à ça. Et il me dit, ben cette photo qu'on vous montre, ça date de l'époque du meurtre de Marine. Il faut qu'on approfondisse cette piste. Elle est essentielle, surtout que maintenant, il y a 2 témoignages. Il y a un ancien habitant de Chazé-d'Azergues qui raconte, lui était en voiture, et sur la route, il a aperçu un couple. Il se souvient que l'homme semblait jouer au taureau héros avec sa voiture, il a évité de justesse. Il s'est rappelé que ce couple les avait aperçus, dit-il, pas n'importe quand, mais en 2005, et pas n'importe quel jour, le 11 octobre 2005, à Chazé-d'Azergues, aux alentours de 17h30, on était juste après le crime de Marine Boisserand. C'est quand même curieux. Moi, je les ai vus le matin, quelqu'un les a vus l'après-midi. Ça fait beaucoup de coïncidences. C'est pas des preuves, je sais bien, mais On se reporte sur Stéphane, mais
Ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Ben, j'ai un grand espoir. Je voulais chaque fois qu'il y a une piste supplémentaire, qu'il y a une amélioration, enfin une piste qui s'avère plausible. Ben, c'est un espoir énorme. J'arrive peut-être au bout du combat. On va y arriver, quoi. On va y arriver. À l'heure qu'il est, les enquêteurs rassemblent des éléments sur l'éventuelle implication de Stéphane Moitoiret dans la mort de Marine Boisserand. Il reste présumé innocent. Si un jour un meurtrier était identifié, il pourrait être condamné à 30 ans de réclusion criminelle.